À nos invités sur ce plateau, Yael Gauze. Bonjour Yael. Notre éditorialiste politique, Max Brisson, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole des Républicains au Sénat, sénateur des Pyrénées-Atlantiques. Thomas Porte, merci d'être là également. Vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis. Et Aminata Niakaté, merci de votre présence. Vous êtes porte-parole des écologistes. Petit tour de table pour commencer. Je m'adresse d'abord à vous puisque ce sont les LR qui sont à l'origine, les sénateurs LR qui sont à l'origine de cette idée. Vous êtes pour interdiction du voile pour les mineurs dans l'espace public? Ce texte, il ouvre un débat. Il rappelle que notre République s'est construite en combattant la volonté d'emprise, en particulier sur les petites filles, de l'Église catholique, il y a plus de 120 ou 130 ans. Vous savez, l'enjeu des petites filles et de leur émancipation, il est permanent. Moi, j'appartiens à une génération dont les grands-parents ont mené ce combat, à l'époque contre l'Église catholique. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a un vrai enjeu républicain, d'émancipation, de protection des droits de l'enfant, et également aussi d'un vrai combat, non pas contre l'islam, mais contre un islamisme, c'est-à-dire un projet politique qui veut remettre en cause les lois d'une république laïque, qui est la nôtre, et qui ne s'est pas construite par le consensus. Elle s'est construite par le combat. N'imaginons pas qu'au début du XXe siècle, face à la volonté d'emprise sur les petites filles en particulier, parce qu'elles sont celles qui assurent la transmission, il n'y avait pas un véritable combat de républicains. Et ces combats, d'ailleurs, étaient plutôt menés à l'époque par la gauche, qui les a peut-être un petit peu oubliés, mais ça va être l'objet de notre débat. Thomas Porte, est-ce que vous pensez, comme monsieur, qu'il y a un réel sujet, de se préoccuper de la condition des petites filles musulmanes qui seraient éventuellement forcées à porter le voile, pour résumer? Je crois que c'est un nouveau rapport qui est un rapport, et je le dis tranquillement, islamophobe, parce que vous visez une seule religion, et vous avez parlé des fondements de la République française. Elle s'est aussi fondée sur un principe très clair, qui est l'égalité devant la loi. C'est d'ailleurs pour ça que Gabriel Attal n'a pas déposé sa proposition à l'époque, puisqu'il n'y a pas d'égalité devant la loi, puisque là vous ciblez une seule religion. Et je rappelle quand même dans ce pays, entre janvier et mai 2025, il y a eu 75% de plus d'actes anti-musulmans dans le pays. Lâchez les musulmanes et les musulmans de ce pays. Foutez-leur la paix. On a eu 12 rapports sur les 12 dernières années sur l'islamisme, sur les musulmans. On est dans un pays où on a 10 millions de pauvres, on a des gens qui dorment à la rue, qui n'arrivent pas à manger, et là vous mettez une cible dans le dos de jeunes filles musulmanes. Ça vous dérange pas quand il y a des jeunes garçons ou jeunes filles d'une autre religion qui ont des signes distinctifs religieux dans la rue? Vous ciblez qu'une seule religion, la religion musulmane. Ce rapport est islamophobe. C'est un agenda qui court après l'extrême droite. Prenez votre carte au Rassemblement national. Vous reprenez le copier-coller des propositions de Jean-Marie Le Pen. Vous pouvez immédiatement dès l'ouverture de notre débat. Et si on avait un débat apaisé, je sais que vous avez un peu de mal. Et votre leader Bruno Retailleau est le champion de l'islamophobie. Et Aboubacar Cissé est mort. Aboubacar Cissé. Soyez la caricature de vous-même. Aboubacar Cissé est mort de l'islamophobie. On n'est pas à l'Assemblée nationale. On pourrait avoir un débat. Non, mais votre patron Bruno Retailleau est un islamophobe qui a fait de l'islamophobie une politique. L'insulte est votre arme habituelle. Vous calmez. Vous êtes islamophobe. On va revenir sur ce rapport islamophobe. Je veux vivre dans un pays où on peut aussi considérer que Dieu, on s'en fiche. Okay. Excusez-moi, je ne suis pas islamophobe, mais je suis issu d'une culture, d'un pays et d'une république où mon grand-père... Les jeunes femmes, mon grand-père a eu quelques difficultés parce qu'un jour il a devant l'église dit je m'en fous de Dieu. Ben je veux que dans ce pays on puisse même caricaturer Dieu. Moi j'ai aucun souci avec ça, mais je pose juste une question. Mais pourquoi vous posez pas la question des signes religieux de toutes les religions? Les jeunes hommes et les jeunes filles de confession juive qui se promènent avec la kippa ou avec des perruques, ça vous dérange pas? Pourquoi le voile? On va revenir sur toutes les religions. S'il vous plaît. Pardon messieurs, s'il vous plaît, mais j'anime le débat, donc j'aimerais pouvoir poser aussi les questions. Je voudrais vous écouter aussi. On va revenir sur cette question de est-ce que l'islam est ciblé plus que les autres religions? On va y revenir. Mais d'abord, je voudrais votre avis, Aminata Niakaté. Vous êtes une femme également. Monsieur parlait tout à l'heure de l'importance de faire attention aux petites filles qui ont pu l'être avec le christianisme et aujourd'hui ou pas, point d'interrogation, avec l'islam. Comment qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors moi, c'est vrai que je suis assez interpellée par le fait qu'on aille souvent chercher des poux aux jeunes filles, aux femmes, qui sont sans doute le moins responsables et le moins impliquées dans tous les problèmes de sécurité qu'on peut invoquer de manière incantatoire et de manière fausse. C'est vraiment, on traque d'abord les jeunes filles et en fait, on les exclut, on les protège pas, on les exclut du sport, on les exclut de l'école et c'est ça que vous êtes en train de faire avec cette loi. Vous marginalisez
les jeunes filles et vous les sortez de l'école et vous les sortez des enceintes sportives. C'est ça que vous faites, vous ne les protégez pas. Il y a un enjeu sans doute de sécurité pour les femmes auxquelles on impose le port du voile. Voilà, c'est un enjeu de violence faite des femmes, mais la laïcité, c'est la liberté de s'en foutre de Dieu, c'est aussi la liberté de croire. Et c'est pas un texte de loi d'imposer ou pas la pratique religieuse. Sinon, dans ces cas-là, oui, on doit effectivement interdire le port d'une grande croix, on doit effectivement interdire le port d'une kippa. Est-ce qu'on interdit aux parents d'emmener leurs enfants au catéchisme, à l'église, dans une synagogue, à la mosquée? Est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi et quel problème ça règle en fait sur l'islamisme radical? Ça règle aucun problème, votre texte. Sur la question des mineurs, l'argument qui est donné notamment par la droite, c'est l'argument de la protection. C'est le problème que soulève Madame. Est-ce que, sincèrement, interdire à des jeunes filles de porter le voile, ça va les protéger d'une emprise familiale éventuelle? Est-ce que ça marche? D'abord, moi, je ne traque personne. Si on pouvait revenir à un vocabulaire qui n'invective pas l'autre, ça serait pas plus mal. Deuxièmement, je mène un combat aussi. Et Jacqueline Eustache-Brinio, les sénatrices et sénateurs qui ont travaillé dans ce groupe, mènent un combat aussi pour les lois de République. J'entends de députés de gauche, si la gauche française s'était comportée ainsi il y a un siècle, l'Église catholique serait toujours toute puissante dans ce pays. Donc je mène un combat, non pas contre l'islam, mais je mène un combat contre un projet politique qui cherche à, dans la société, imposer sa loi. Et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a rien au-dessus de la loi de la République. Alors, et que, en revanche, je pense aussi qu'il y a en effet un vrai sujet sur les enfants, sur les petites filles. Un adulte est libre de ses choix, il y a là du libre arbitre qu'il faut protéger, il y a de la liberté de conscience qu'il faut protéger, et je pense que ce rapport qui ne concerne pas que le voile, qui est beaucoup plus global que cela. Et la liberté de conscience des enfants qui ont une éducation catholique. Parce qu'on supprime les écoles privées catholiques. Mais bien entendu, enfin, les écoles privées catholiques, elles sont sous le contrôle de l'État, on peut en parler, et c'est un autre sujet. Mais excusez-moi, aujourd'hui, le projet politique qui essaie de combattre la République n'est plus celui de l'Église catholique. Il le fut dans le passé, et moi j'aimerais que la gauche se rappelle de ses racines. Si vous aviez dans le passé eu les mêmes attitudes, eh bien aujourd'hui nous ne serions pas dans une République. Pardon, mais excusez-moi, votre histoire. Ça garantit excusez-moi. En fait, s'il vous plaît, monsieur le sénateur, pardon, pour recentrer le débat et pour vous faire réagir également. Ce que vous dites, c'est que ce combat que vous voulez mener contre le voile et contre l'islamisme, ce que vous dites, c'est que ce combat, il est général contre toutes les religions, mais que contre les autres, il n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Il a déjà eu lieu. C'est ça que vous dites. Mais c'est parce qu'il a déjà eu lieu. Comment vous réagissez à ça, Thomas Porte? Mais on est sur un rapport et des préconisations qu'on a déjà entendues depuis 10, 15, 20 ans. Et je le redis, ça stigmatise. Vous parlez des jeunes enfants. Mais est-ce qu'un jeune garçon qui porte une kippa dans la rue à 8 ans, est-ce qu'il a son libre arbitre de la porter? Est-ce que c'est lui qui a décidé de la porter, oui ou non? Ou est-ce qu'il est sous l'emprise de ses parents qui ont décidé de lui faire porter? C'est une question que je vous pose, parce que vous ciblez une seule religion. Et vous parlez du jeune musulman. Mais il ne vous a pas échappé que dans les autres religions, il y a aussi des pratiques de jeûne. Pourquoi que des jeunes qui sont musulmans? Vous ciblez une religion. Encore une fois, c'est les musulmanes et les musulmans que vous ciblez. On peut avoir un débat sur la question des signes religieux. Je ne voudrais pas vous amener sur un terrain où il me semble dans le passé, vous avez beaucoup et souvent ciblé les juifs. Vous savez... Mais c'est moi, aujourd'hui, je défends... Moi, les juifs français ont fait un choix, il y a 2 siècles, qui était le choix de se soumettre aux lois de la République. C'est Bonaparte qui leur a imposé. Et les juifs français, face à la loi mosaïque, qui est gérée dans le royaume de France... Donc vous considérez que les musulmans de France ne se soumettent pas à la loi laïque et civile, les juifs français, collectivement, ont fait le choix de se soumettre aux lois de la République. Ouais. Bien sûr que l'immense majorité des musulmans de ce pays, des Français de confession musulmane, se soumettent aux lois de la République. Mais quel est le rapport avec les jeunes? D'abord, vous me laissez terminer vos phrases. Je connais vos techniques. Je vous ai pas entendu sur la messe en hommage à Franco à Paris, par exemple. Écoutez, vous avez été silencieux là-dessus. Je sais que c'est votre provocation. Vous avez été silencieux là-dessus. Non, mais c'est pas le débat, s'il vous plaît. Non, mais la provocation systématique. Je vous laisse débattre entre vous. Mais je dis aux téléspectateurs qu'ils peuvent observer une belle manière de faire, qui est de provoquer, de faire des digressions, de faire des diversions. C'est la technique de ce porte. Moi, ça ne prend pas et ça ne me. J'ai une question, pardon, pour vous deux, s'il vous plaît. Sur le voile. Il m'a interrompu. Oui, sur le. On y reviendra après. Sur le voile pour les mineurs. Je voudrais avoir votre avis aussi à tous les deux. Juste ce que vous pensez quand vous voyez
une enfant de 12 ans avec un voile. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites « Ah, quand même, ça m'interpelle » ou vous vous dites « Après tout, elle fait ce qu'elle veut, elle a le droit de croire en Dieu, c'est OK ». Moi, je vois pas ça souvent dans la rue déjà. Et quand bien même je voyais ça souvent dans la rue, est-ce que ça m'appartient de me mêler de l'éducation religieuse ou non religieuse qu'a souhaité donner un parent à son enfant? Est-ce que ça m'appartient? Et après, je pense qu'il y a l'école de la République qui garantit une neutralité, qui garantit l'émancipation et la liberté des jeunes et leur construction. Et après, est-ce que c'est à l'État de se mêler de cette éducation-là dans tous les foyers? Est-ce que c'est à l'État de le faire? Je ne le crois pas. Et je pense Mais que... ça vous choque pas du tout? Pardon, pour revenir sur ça. Moi, je suis tolérante, en fait. C'est-à-dire, c'est pas ce que je fais, c'est pas ma pratique. Mais en fait, ça change rien à mon quotidien, ça change rien. En fait, qu'elle porte le voile ou qu'elle ne porte pas, tant qu'elle est libre de le faire, c'est ça qui m'intéresse. Et voilà, il y a des cadres, il y a des espaces. Comprendre qu'on ait un doute et il y a à cet âge-là. En tout cas, il y a des espaces. Il y a des espaces en France, en tout cas pour assurer la sécurité des enfants. Il y a des assistantes sociales. Le juge peut s'en mêler, les juges des enfants peuvent s'en mêler s'il y a des enjeux de liberté et de sécurité de ces jeunes. On n'a pas besoin de ce texte pour protéger les enfants. Je voudrais vous faire lire une citation de Laurent Wauquiez, c'était hier. Voilà ce qu'il dit du voile. Il dit « Il y a une conception de l'infériorité de la femme ou sa responsabilité dans l'attirance que la vision de sa chevelure pourrait susciter chez l'homme. » Voilà, c'est ce que dit le chef des députés LR à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le voile, alors c'est un débat qu'on a pu avoir des centaines de fois. Est-ce que ça instaure une différence entre les hommes et les femmes? Est-ce que ça les met en situation d'infériorité par rapport aux hommes? Je vous pose la question encore aujourd'hui de voir des petites filles très jeunes avec le voile. Est-ce que ça vous interpelle du point de vue de l'égalité homme-femme? D'abord, je suis plutôt quelqu'un qui n'est pas un fanatique de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Je suis moi-même pas baptisé, donc c'est pas vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement prioritaire dans ma construction politique, la question de la religion. Mais encore une fois, moi je suis député de Seine-Saint-Denis. Pour être assez souvent sur le terrain, dans les cadules de ma circonscription, je ne vois pas défiler des jeunes filles de 5, 6, 7, 8, 12 ans voilées. Ce que je vois, c'est parfois des jeunes filles voilées qui, plus tard dans leur vie, enlèvent leur voile parce qu'elles ont décidé de l'enlever. Des jeunes filles qui n'étaient pas voilées plus jeunes, mais qui décident de le mettre plus tard. Tout ça fait partie de l'évolution, de la liberté de conscience. Et encore une fois, ça a été dit par ma collègue, il y a aujourd'hui quand même des services de l'État qui sont chargés de surveiller, notamment s'il y a des emprises familiales, s'il y a des enfants qui sont en difficulté, à qui on impose des choses dont ils n'ont pas envie. C'est le rôle de l'État de surveiller tout ça. Mais on n'est pas là pour faire une police du vêtement. Demain, est-ce qu'on va avoir dans la rue des policiers? On va leur demander d'aller contrôler toutes les jeunes filles. Est-ce que vous avez 18 ans? Est-ce que vous avez 17 ans et 11 mois? Est-ce que vous portez le voile? Est-ce que c'est un turban? Est-ce que c'est un foulard? C'est pas sérieux. Et encore une fois, cette loi, elle n'est pas applicable. Elle est à la fois, je le redis, islamophobe, et en plus, elle est anticonstitutionnelle parce qu'elle fait une rupture d'égalité devant la loi qui est quand même un des principes fondamentaux en France. Yael, ouais. Plusieurs choses dans cette proposition de Laurent Wauquiez. L'agenda politique de Laurent Wauquiez, d'abord, première chose, il est en retard sur Bruno Retailleau, il veut rentrer dans une primaire à droite qui irait jusqu'à Sarah Knafoud, le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Donc il veut s'imposer dans le débat public, première chose. Ensuite, Laurent Wauquiez, il est suffisamment informé, suffisamment éduqué en droit pour savoir que sa proposition de loi telle qu'elle est écrite ne fonctionne pas du point de vue constitutionnel. Tous les constitutionnalistes vous le diront parce que elle cible une religion en particulier. Or, prenez l'article 31 de la loi de 1905 qui a été modifiée en 2021. La loi de 1905, c'est la loi sur la laïcité. Elle prévoit de lutter contre les pressions qui peuvent s'exercer dans le domaine religieux. Donc ça existe déjà en fait, si on prend la loi de 1905, article 31. Ensuite, si Laurent Wauquiez sait que ça ne tient pas la route juridiquement, sa loi, pourquoi est-ce qu'il le fait? Pour pouvoir dire que l'état de droit ne fonctionne plus en France, qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut, que la Constitution n'est plus adaptée, qu'il faut la changer. Comment? Par un référendum? Par l'article 11? Vous savez, c'est exactement ce que veut faire le RN en 2027. Changer la Constitution en passant par l'article 11 et en consultant directement les Français par référendum et en changeant la primauté du droit, en faisant passer le droit national par-dessus les traités internationaux, par-dessus la Cour européenne des droits de l'homme. Donc en fait, il y a un agenda politique derrière qui est évident et c'est donc une forme de test sur l'état de droit. À nouveau, Laurent Wauquiez est coutumier du fait, mais ça s'inscrit dans une longue lignée depuis 6 mois
entre le rapport sur le frérisme, le sondage IFOP du début de la semaine dernière, Gabriel Attal qui lui-même n'a pas été plus loin qu'une proposition parce qu'il savait qu'il se heurtait à la Constitution. Donc quel est le projet derrière ? Est-ce que c'est changer la Constitution ? C'est d'abord un combat politique. Là, je le répète, la loi de 1905, elle a changé l'état de droit, elle a mis fin au concordat, et c'était le résultat d'un combat politique. Cette proposition de loi, comme le rapport de Jacqueline Eustache-Brinio au Sénat, pose un certain nombre de sujets qui ne se résument pas, pour ce qui concerne le rapport sénatorial, à la seule question du voile. Il s'agit aujourd'hui de savoir s'il y a un combat politique à mener pour les lois de la République. Et nous le croyons profondément. Nous regrettons que la gauche ne soit pas avec nous dans ce combat, parce qu'elle le fut dans le passé. Mais ce combat politique, il avance par des textes, des propositions de textes. Alors je comprends tout ce qui se dit sur la constitutionnalité. Je comprends. Mais alors, ça, c'est une chose. Mais lutter contre l'islamisme, si c'est ça le sujet, ça passe aussi peut-être par la fin des ghettos urbains, par la mixité sociale, par l'école, par le logement. Tout ce que vous voulez. Et j'entends ce discours depuis 30 ans. Pardon, la loi SRU. Oui, bien sûr, j'entends ce discours depuis 30 ans. Et j'observe que l'entrisme et l'islamisme progressent, tout simplement aussi parce qu'on ne rappelle pas fortement dans un combat politique qu'il n'y a rien au-dessus des lois de la République, que les lois de la religion ne s'imposent pas aux lois de la République, et qu'il y a par ailleurs des principes de notre République qu'il est nécessaire de confronter aux principes religieux et de rappeler que les principes de la République, à l'école en particulier, s'imposent toujours par rapport aux principes religieux. Voilà ce que dit ce rapport. Il ne cherche à attaquer personne, il ne cherche aucune vindicte sur aucune partie de la population. Mais il y a des parents, madame, derrière ces jeunes filles. Il y a des parents, il y a des gens qui instrumentalisent ces jeunes filles. Si vous aviez un petit peu peut-être d'intérêt pour ces jeunes filles que l'on impose. Si vous ne savez pas ce qu'était l'islamisme, c'est votre droit le plus absolu. Est-ce que votre rapport il répond à cette problématique ? C'est quoi pour vous l'islamisme ? Non, je n'ai pas à répondre de manière aussi impérative. Est-ce que vous savez de la différence entre l'islamisme et l'islam ? Vous me permettez, s'il vous plaît, de dire clairement que je pense sincèrement, vous pensez le contraire et c'est votre droit, qu'il y a un projet politique qui cherche à déstabiliser et nos démocraties et nos lois républicaines. Et que nous sommes en Europe, un pays. Non mais en fait, la question c'est en admettant, mais vous n'êtes pas forcément d'accord, en admettant que le fait que des jeunes filles mineures portent le voile soit un problème, en admettant, en fait, ce qu'on dit, c'est, mais vous dites, on cible ces jeunes filles, et vous dites, non, mais c'est pas elles qu'on cible, c'est plus loin. Mais alors, comment cibler qui ? Comment on prend le problème ? Derrière les jeunes filles, il y a des parents, derrière les parents, il y a des associations, il y a un mouvement politique, il y a des mouvements politiques qui aujourd'hui instrumentalisent ces jeunes filles. Excusez-moi, mais dans ce pays, mais vous avez peut-être oublié que dans ce pays, on a expulsé les congrégations pour imposer la loi de la République. Et que le combat face aux religions dans la vie extérieure, que le combat contre les religions dans leur volonté d'emprise, c'est un combat que nous avons mené pour la République. L'Église catholique, le protestantisme, le judaïsme l'ont parfaitement accepté. Une grande partie de l'islam l'accepte, mais je vois qu'il y a un projet politique que j'appelle islamisme, que vous niez, qui essaie de combattre les lois de la République. Moi, je me bats pour les lois de la République. Thomas Porte, et celle de l'égalité homme-femme en particulier. Thomas Porte. Je vous en prie. Pardon. Je crois qu'on voit bien que vous êtes en difficulté, parce que quand on vous pose des questions, pourquoi les jeunes filles musulmanes, il n'y a pas de réponse. Mais moi, j'aimerais qu'on s'attarde, parce que moi, j'ai regardé un peu les gens que vous avez auditionnés, par exemple, dans le cadre du rapport sur lequel vous avez travaillé. Je donne un nom. Céline Pina, vous avez auditionné Céline Pina, qui est soi-disant une experte, qui est en fait une chroniqueuse CNews, qui le jour de l'élection du maire de New York, pour dénoncer son élection, a fait un tweet avec les 2 tours qui s'étaient écroulés le 11 septembre. Voilà les gens que vous avez auditionnés dans le cadre de votre rapport, soi-disant pour lutter contre des gens qui menacent la République. Vous avez auditionné des gens qui sont aujourd'hui des porte-voix, qui diffusent une haine islamophobe. Et ce rapport, il est islamophobe et il s'appuie sur le sondage qui a été évoqué il y a quelques jours, commandité par une officine des Émirats Arabes Unis. Parce que vous avez des grands mouvements politiques, dites les choses, vous parlez des frères musulmans. Venez dans ma circonscription, personne. Vous voyez des frères musulmans partout. Demandez aux gens qui vont à la mosquée, aux gens qui ne fréquentent pas la mosquée, qui sont voilés, qui ne vont pas forcément à la mosquée. Personne ne voit des frères musulmans à chaque coin de rue. Vous êtes obsédés par les musulmans et ça répond à une seule chose, un agenda politique. Calmez-vous. Aujourd'hui, c'est fini. Votre potentiel succès électoral, vous avez disparu de l'espace. 30 secondes et on a terminé. Je vous laisse terminer. Croire aux Français que vous êtes sérieux et que le Sénat ne l'est pas. Le Sénat a l'habitude de faire des travaux au fond, sur les auditions. Nous auditionnons tout le monde et ce n'est pas vous qui symbolisez l'exclusivisme. C'est pas vous qui symbolisez le sectarisme. Pardon, on va laisser terminer sa phrase. On va laisser terminer ça. Vous êtes sectaire et vous allez tenir la marque et ce débat montrer votre sectarisme. Merci beaucoup à tous.